Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. On va parler aujourd'hui de la guerre en Ukraine. Je voudrais faire cet entretien avec 4 unes de presse. On va commencer avec la une du Monde qui date du lendemain de cette invasion en Ukraine. La Russie attaque l'Ukraine sur plusieurs fronts. Dans une allocation télévisée, le président russe Vladimir Poutine, que vous avez rencontré à plusieurs reprises, annonce une opération militaire pour dénazifier et démilitariser l'Ukraine. Pourquoi ? Bon, d'abord, il y avait une situation en Ukraine qui était déjà extrêmement tendue depuis que Vladimir Poutine et la Russie donc, avaient repris la Crimée, puisqu'il considérait Vladimir Poutine que cette partie du territoire ukrainien devenait russe. Et il avait, avec des séparatistes à l'est de l'Ukraine, dans la zone qu'on appelle le Donbass, créé une situation en définitive de partition. Il était souhaité de trouver une solution. C'est ce que j'avais cherché avec Madame Merkel et le président ukrainien de l'époque, et donc Vladimir Poutine. C'est ce qu'on avait appelé les accords de Minsk en février 2015, pour que l'Ukraine puisse retrouver son intégrité territoriale. Restait la question en suspens de la Crimée. Et depuis plusieurs mois, Vladimir Poutine amassait des troupes. On a vu la frontière entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi en Biélorussie, puisqu'il avait réussi à mettre la main aussi sur la Biélorussie par d'autres formes il y a quelques semaines. Et nous pensions qu'il créait simplement un rapport de force. Et en réalité, il a décidé de faire la guerre, sûrement en sous-estimant la résistance ukrainienne et les sanctions qui pouvaient être délivrées par les pays démocratiques, et peut-être d'autres, j'espère. Et il a aussi surestimé ses capacités militaires. On voit bien pourquoi maintenant, depuis un mois, le conflit, hélas, très meurtrier, traîne et fait supporter à la population ukrainienne des bombardements, puisqu'il ne peut pas faire avancer son armée autant qu'il l'aurait voulu. En lançant cette opération militaire et en reconnaissant l'indépendance des deux régions du Donbass et du Donetsk, le président Poutine brise les accords de Minsk dont vous parliez, qui ont été signés avec la chancelière allemande et l'ancien président de l'Ukraine. Comment un président peut-il ignorer des accords internationaux ? Il avait, avant même l'intervention militaire, il avait reconnu les républiques séparatistes. Parce que Vladimir Poutine essaye toujours d'avoir un fondement légal à ses mauvaises actions. Reconnaître les républiques séparatistes, ça voulait dire déchirer les accords de Minsk, puisque les accords de Minsk, c'était l'intégrité du territoire ukrainien, la souveraineté ukrainienne qui était reconnue. Si des républiques devenaient indépendantes, ça voulait dire qu'il n'y avait plus l'Ukraine telle qu'elle était jusqu'à récemment tracée. Et ce sont les républiques dites séparatistes qui ont appelé l'intervention russe, toujours la volonté d'avoir une légalité. Et il s'est appuyé là-dessus. Donc d'abord, il reconnaît les républiques séparatistes, puis ensuite, il intervient militairement. Donc il n'y a plus d'accord de Minsk. Donc qu'est-ce qu'il peut faire dans une négociation future ? Il en a fixé les termes, c'est-à-dire en réalité neutraliser l'Ukraine et occuper le maximum du territoire à l'est et sans doute au sud. Parce que déjà à l'époque, le ministère des Affaires étrangères allemand disait que les accords de Minsk n'étaient pas une solution globale à ces tensions en Ukraine. Non, mais c'était la base qui permettait de continuer les discussions. Il était nécessaire, c'était prévu dans les accords de Minsk, de donner une large autonomie aux républiques dites séparatistes, c'est-à-dire aux régions de l'Est de l'Ukraine. Et d'autre part, il y avait la volonté dans les accords de Minsk de travailler pour que des élections puissent avoir lieu sur l'ensemble du territoire ukrainien et qu'il n'y ait plus de ligne de démarcation, puisque en réalité, avant même qu'il y ait la guerre, il y avait déjà une ligne de démarcation avec d'un côté les régions séparatistes, en fait contrôlées par la Russie, et le reste de l'Ukraine. Et ce que cherche sûrement Vladimir Poutine, en allant le plus loin possible dans son offensive, sauf s'il est arrêté, c'est d'élargir encore la partie qui est occupée par les pro-russes, mais pour dire la vérité, les Russes, du côté du Donbass et donc du Donetsk.
En réaction à l'invasion de l'Ukraine, l'Europe réagit. Branle-bas de combat avait titré Libération. Donc les sanctions économiques ont été prises, gel des avoirs russes, suspension de Russia Today, le média russe, des restrictions commerciales. Les États-Unis font, eux, un embargo sur le gaz russe. Vous avez défendu dans une tribune du Monde que l'Europe doit faire pareil. Oui, c'est vrai que les États-Unis ont plus de facilité à se passer du gaz russe et du pétrole russe, puisqu'ils ont du gaz et du pétrole. Et que l'Europe est beaucoup plus dépendante. La France moins que les autres, mais l'Allemagne et les pays à l'est de l'Europe bien davantage. Ce qui est nécessaire de faire, c'est d'avoir un plan de désengagement des pays européens à l'égard du gaz et du pétrole russe. Et il ne faut pas que ce plan de désengagement soit trop lointain dans son application. Parce que chaque jour, c'est 700 millions d'euros qui sont versés à la Russie pour qu'elle puisse, en définitive, financer son armée grâce aux ressources en gaz et en pétrole. Donc l'Europe finance la guerre. Oui, elle n'avait pas prévu de le faire. Donc tant qu'elle continue d'acheter du gaz et du pétrole à la Russie, ça représente à peu près la moitié des ressources budgétaires de la Russie. Et donc avec l'argent du gaz et du pétrole, elle entretient l'armée, y compris dans les exactions que l'on connaît. Dans cette guerre, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'OTAN qui a été largement remis en question lors de l'administration Trump aux États-Unis. Est-ce que si cette guerre s'étend, l'Union européenne est garantie que ces accords soient bien respectés et que les États-Unis viennent entre guillemets à la rescousse de l'Europe ? Alors qu'est-ce que c'est que l'OTAN ? C'est une alliance atlantique, qui prévoit que si un des pays qui est membre de cette alliance est attaqué par une force étrangère, tous les pays qui sont dans cette alliance, qui sont membres de l'OTAN, doivent lui porter assistance et soutien. Chacun connaît la règle, elle n'est pas secrète, c'est un traité qui est aux yeux de tous. Donc Vladimir Poutine sait très bien que si il allait plus loin dans son offensive, jusqu'à la Pologne, la Roumanie, les pays baltes, il encourrait à ce moment-là une réaction militaire de l'OTAN. Mais à l'inverse, en Ukraine, il n'y a pas de couverture de la garantie militaire par l'OTAN, puisque l'Ukraine n'a jamais été acceptée dans l'OTAN, contrairement à tout ce que laisse penser Vladimir Poutine. Et à partir de là, chacun comprend, et c'est douloureux, que les pays de l'OTAN ne peuvent pas, au-delà des livraisons d'armes, intervenir militairement en Ukraine. S'ils le faisaient, d'ailleurs, ça engagerait une escalade que personne ne souhaite. Une guerre mondiale. Et une guerre, en tout cas, avec une puissance nucléaire en Europe. Il y a quelques semaines, le magazine The Economist titrait « Putin's botched job ». Poutine a bâclé le travail. Énormément de journalistes et de témoins sur place s'étonnent de la désorganisation russe. Comment expliquer que la deuxième puissance militaire mondiale se retrouve désorganisée ? C'est sans doute la surestimation de ses forces et la sous-estimation de la résistance ukrainienne qui explique qu'il y ait une forme de paralysie pour l'instant de son offensive. Mais il ne faut pas non plus penser qu'il n'ira pas plus loin. C'est-à-dire que, faute de pouvoir avoir une percée par des forces terrestres, il bombarde les villes, ce qu'il avait fait déjà en Syrie. La méthode qu'il a choisie est une méthode maintenant d'effroi de la population, d'où le nombre de réfugiés, plusieurs millions, qui sont maintenant sortis d'Ukraine. Donc ce qu'il va chercher, c'est à affamer, à paralyser l'Ukraine et à encercler Kiev, à menacer Odessa, à bombarder des villes entières, pour qu'à un moment, les Ukrainiens n'en pouvant plus, ils iront vers une négociation sur les bases que Vladimir Poutine a à l'esprit. Sur cette couverture, on voit Vladimir Poutine seul. Moi, je lis beaucoup dans la presse que c'est la guerre de Vladimir Poutine. C'est notamment écrit dans ce magazine de The Economist. Est-ce que Vladimir Poutine est seul dans cette guerre ? Non, ce n'est pas un régime démocratique avec des élections libres et avec des partis qui sont associés à un pouvoir.
C'est vrai qu'il y a une verticalité, qu'il n'y a pas de débat, la presse est muselée, l'opposition est quelquefois même menacée physiquement quand elle n'est pas, pour certains de ses responsables, envoyée en prison. Mais il y a un entourage de Vladimir Poutine. D'abord les militaires, les services secrets, les oligarques, les dirigeants des principales entreprises, et puis une population qui est depuis des années flattée par les succès supposés de Vladimir Poutine à l'étranger et qui partage ce rêve de reconstitution de ce qui pouvait être l'Empire russe ou l'Union soviétique. Donc il n'est pas sans appui, même s'il est beaucoup plus critiqué qu'on ne l'avait imaginé. Mais à partir du moment où il y a des pertes militaires, des familles qui sont endeuillées, une économie qui est bouleversée, des gens qui n'arrivent plus à trouver du travail, là on sent bien qu'il y a une contestation qui va monter. D'ailleurs c'est tout le but des sanctions. Si la sanction, et ce que vous avez rappelé, les transactions financières qui sont suspendues et les entreprises qui se retirent, si les sanctions sont indolores, pourquoi les prononcer? Elles ne sont pas non plus indolores pour nous, mais il faut les accepter, parce que c'est ce qui permet justement d'arrêter la guerre, sans la faire. Et donc on finit avec une dernière une, celle de Libération. C'était une journaliste lundi 14 mars, Marina Ovsianikova, brandit une pancarte en plein journal télé sur une grande chaîne russe, avec inscrit « Non à la guerre, ne croyez pas à la propagande, on vous ment ici ». Voilà 22 ans que Vladimir Poutine est au pouvoir. Est-ce que ce ne serait pas une sorte de déclin pour le pouvoir de Vladimir Poutine en Russie? Oui, ça se joue en Russie. Ce qui se passe en Ukraine, c'est un acte qui a été pris par Vladimir Poutine, mais qui a des conséquences, hélas, terribles pour la population ukrainienne, mais qui va avoir un impact aussi en Russie, qui va peut-être bouleverser un certain nombre de ce qu'étaient les piliers du régime. Mais ça dépendra du temps, ça dépendra des décisions que les Européens auront le courage de prendre, et ça dépendra aussi de la résistance des Ukrainiens et de leur capacité militaire. Et donc voilà, la partie n'est pas finie, et j'ai toujours confiance que la démocratie est plus forte que les régimes autoritaires, mais les régimes autoritaires ont des moyens qui quelquefois peuvent impressionner les démocraties et qui peuvent étouffer les peuples. Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises en tant que président de la République, Vladimir Poutine. Certains disent sur les réseaux sociaux, médias, chroniqueurs, que Vladimir Poutine est fou. Non. Ça, c'est l'explication facile. S'il était fou, il aurait été d'ailleurs, à un moment ou à un autre, contrôlé par l'environnement dans lequel il est. Non, il a une vision qui est extrêmement dangereuse, qui est de reconstituer ce qu'était autrefois l'Empire, l'Union soviétique, que beaucoup n'ont pas connu, mais que lui a connu. Et qu'il a vécu, quand il y a eu l'effondrement, comme une humiliation. Donc depuis 20 ans, il partage, pas seul d'ailleurs, avec d'autres, cette ambition qui est de retrouver ce qu'était la nostalgie d'un passé qui n'était d'ailleurs pas forcément flamboyant, quand on se souvient de ce qu'était l'Union soviétique. Mais donc il joue avec la fibre nationaliste, c'est un nationaliste. Et il avance tant que ce qu'on appelle le camp occidental, les démocraties paraissent fragiles. Chaque fois qu'il voit un espace s'ouvrir, pas simplement à l'est de l'Europe, on l'a vu en Syrie, on le voit en Libye, on le voit en Afrique, il prend la place. Voilà, donc à un moment, chacun doit se poser la question, et notamment pour les jeunes générations, qu'est-ce que doit être notre responsabilité? Comment se défend-on? Dans quelle alliance est-on? Veut-on être neutre et regarder, hélas, des violences et des massacres se produire? Veut-on être non aligné en disant je ne suis ni avec Vladimir Poutine ni avec l'Alliance Atlantique? Veut-on être au contraire guerrier? On va appeler à faire la guerre à Vladimir Poutine? Ou est-ce qu'on est d'abord suffisamment courageux et rationnel pour trouver les bonnes réponses face à un personnage dont on connaît parfaitement les buts, dont on connaît hélas les méthodes, mais qui est vulnérable?
Aujourd'hui, beaucoup de personnes recueillent des preuves, des journalistes qui prennent des photos, des vidéos, pour espérer un jour porter ces preuves-là à la Cour pénale internationale. Est-ce que c'est possible qu'un jour Vladimir Poutine soit devant la Cour pénale internationale? D'autres l'ont été, hein. On se souvient de ce qui s'était passé dans l'ex-Yougoslavie. Mais enfin, franchement, aujourd'hui, je pense tout à fait souhaitable de monter ces procédures. Mais pour l'instant, il vaut mieux l'arrêter physiquement, c'est-à-dire l'empêcher de continuer à mener la guerre en Ukraine, que d'imaginer de l'arrêter judiciairement. Dans des discussions au lycée, certains sont entre guillemets inquiets pour la sécurité nationale de la France. Il n'y a pas de... Non, mais il crée cette inquiétude, Vladimir Poutine. Poser la question, qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est paranoïaque? Non, il est intelligent. Il est cruel. Il est violent, il est brutal, mais il est intelligent. Qu'est-ce qu'il fait quand il parle du nucléaire, quand il parle des armes, quand il dit que s'il est attaqué, il pourrait déclencher le pire des feux? Il pense que ça nous impressionne. Et ça impressionne nécessairement pour ceux qui ne connaissent pas les règles de ce qu'on appelait la dissuasion nucléaire. On peut se dire, mais alors, peut-être qu'un jour, on va nous envoyer à nous une bombe nucléaire. Bon, restons non pas innocents et naïfs ou indifférents, soyons au contraire bien informés. Il n'y a pas donc de volonté de la part de la France et de l'OTAN de faire la guerre à la Russie. La Russie ne veut pas faire la guerre à l'OTAN, sauf une guerre verbale, mais pour l'instant, la Russie, elle veut prendre l'Ukraine. C'est ça son objectif. Quand je dis la Russie, c'est Vladimir Poutine. Et pour le reste, n'ayons pas peur, soyons tout à fait conscients de ce qui se passe. C'est suffisamment grave pour que nous n'y ajoutions pas nos propres effrois. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous.